Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Virginie Cotel. Merci Virginie d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à toi dans cet épisode. Merci beaucoup, Manon, pour m'avoir invité dans ton podcast. Alors, Virginie, je suis vraiment ravie de t'accueillir vraiment aujourd'hui et j'ai hâte de discuter avec toi. Je trépigne d'impatience puisque aujourd'hui, on va parler de ta spécialité, mais avant d'en parler, je voudrais est-ce que tu accepterais de te présenter déjà? Ouais, très bien. Par où commencer? Donc moi, je suis coach et thérapeute spécialisée pour les personnes atypiques, donc HPI, hypersensibles, multipotentielles, et depuis un peu moins d'un an, TDAH, puisque c'est la dernière atypique que je me suis trouvée, si je puis dire. Et donc, j'accompagne les atypiques depuis 6 ans, puisqu'avant, j'étais ingénieure en informatique. J'ai bossé dans le web, dans plein d'entreprises sur Paris. J'ai changé 15 fois de poste en 13 ans parce que j'arrivais pas trop à trouver ma place. Jusqu'au jour où j'ai découvert que j'étais concernée par le HPI, donc j'avais 34 ans. Et ça, plus plein d'autres choses, ont fait que je me suis décidée à me former au coaching. Et ça a été une révélation. Je me suis enfin sentie à ma place. Et donc maintenant, voilà, je prends tout ce temps, je dédie mon temps aux atypies et à accompagner les personnes sur ce sujet-là, mais aussi maintenant, voilà, avec la thérapie sur tout ce qui est trauma d'attachement et problématiques relationnelles. Waouh, ok, excellent. Donc avant, tu étais ingénieur informatique, puis tu as changé combien en 15 ans, plein de fois d'emploi, tu n'arrivais pas à trouver ta place, c'est ça, si j'ai bien Ouais, compris. ouais, Jusqu'à l'âge de 34 ans, 34 ans, tu as découvert que tu étais HPI, donc haut potentiel intellectuel, c'est ça? exactement. Et donc là, tu as décidé de te former au coaching. Ta formation au coaching, ça a été une vraie révélation pour toi. Et depuis cette révélation, tu dédies ton temps, du coup, à aider d'autres personnes qui sont HPI et TDAH. Alors là, on va employer des mots que moi-même, je maîtrise pas. Ouais. Je te laisserai expliquer tous ces mots-là. Mhm. Et maintenant, tu t'es spécialisée euh, dans les relations, c'est ça, Thématique émotion, relationnelle, ouais. Et thématique les relation. traumas d'attachement. Ouais, c'est ça, trauma d'attachement, j'avais pas le mot. Mm. Ok, hyper intéressant. Et du coup, ma première question, c'est donc comment tu es devenu entrepreneur? Finalement, tu es devenu entrepreneur un peu par la force des choses, parce que, enfin, j'ai compris parce que en devenant coach, c'est ça? Ouais, alors en réalité, comme j'avais beaucoup changé de poste, j'avais testé plein d'entreprises, petites, moyennes, grandes, j'étais surtout arrivée à la fin, c'est tout ce que je pouvais essayer en entreprise. Et à ce moment-là, mon dernier boss m'a proposé une rupture conventionnelle, ce que j'ai mal pris au départ. Et puis rapidement, j'ai pu voir aussi l'opportunité que c'était d'avoir à l'époque 2 ans de chômage pour construire autre chose. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé par créer mon entreprise. Et au départ, c'était pour faire la même chose, hein, consultante en informatique, parce que j'avais toujours pas trouvé ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, la formation de coaching, là, je sais pas ce que ça va donner, mais je sens que c'est sur mon chemin. Il faut que j'en passe par là, en gros. Et c'est en me formant au coaching, je me suis dit, OK, c'est ça que j'ai envie de faire tous les jours maintenant. Mm. C'est vraiment là où j'ai l'impression de faire des choses qui sont importantes pour moi. Et Mm. donc, du coup, j'ai transformé mon activité de consulting en coaching et aujourd'hui de coaching à thérapeute. Ok. Entre ton lancement à ton compte, parce que tu étais arrivé au bout de ce que tu pouvais tester dans le salariat, donc tu t'es lancé à ton compte pour être consultante en informatique, il y a eu combien de temps jusqu'à temps que tu pivotes sur le coaching? En fait, c'est un pivot qui m'a pris 13 ans, tu vois, entre le Ah moment où ouais! j'étais diplômée et je me suis dit, mais je ne serai pas ingénieure toute ma vie, mais je ne sais pas quoi faire, et le moment où je me lance dans le coaching, il s'est passé 13 ans. Et ensuite, j'ai créé ma boîte en avril. En mai, je commençais la formation de coaching. Et en juillet, je me lançais. Donc, ça a été très long. La maturation a été très lente. Mais dans les profils HPI et TDAH, en général, c'est ça qui se passe, c'est que tout d'un coup, tout s'aligne et alors, bling, l'action
ça part en action et tout se fait très rapidement derrière. Ok, donc tu as cogité pas mal, puis finalement tu t'es formé, tu as lancé ta boîte et c'était en 6 mois, c'était lancé quoi. Ouais, Ok. exactement. Est-ce que du coup tu peux nous préciser ce que ça veut dire TDAH? Parce que même moi je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, alors TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est des profils de personnes. Donc, il y a trois profils derrière le TDAH. Donc, soit des personnes qui ont des difficultés à rester attentives et concentrées et qui vont avoir tendance à papillonner, comment dire, à s'éparpiller Mhm. sur différentes choses. Soit ce sont des personnes qui vont avoir, donc avec l'hyperactivité, c'est plutôt des gens qui ont du mal à rester en place, qui vont bouger, gigoter, faire énormément de sport pour compenser cette hyperactivité, avoir 10 000 projets à la minute, toujours être en train de faire 14 choses en même temps. Et puis, tu peux avoir un profil mixte qui combine les deux. Mhm. Et en sachant que, effectivement, tout le monde peut avoir un petit peu de ça. Et on appelle ça trouble à partir du moment où ça handicape ton quotidien. Mhm. Est-ce que tu penses que tous les entrepreneurs sont TDAH? Alors non, je pense pas, mais je pense qu'il y en a quand même, il y en a dedans parce que tout simplement, effectivement, être TDAH et être salarié, c'est très compliqué. C'est très mal vu d'oublier une réunion, moi, j'ai par exemple beaucoup de mal à me relire, donc il y a toujours des fautes d'orthographe. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mal vues dans les fautes d'inattention. Donc ça peut être très difficile d'être en entreprise et TDAH. Ouais, non, mais alors là, je suis obligée, moi, de parler de moi, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de ton parcours et c'est le mien, genre. Je suis là, genre, Mm. oh waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit un miroir aussi ouf. Du coup, en fait, voilà, moi, j'ai bientôt 32 ans et j'étais entrepreneur, j'ai fait un milliard de métiers dans ma vie, genre, je suis vraiment une tête brûlée, j'ai testé un milliard de métiers, genre, j'ai gardé des enfants, j'ai été guide touristique, j'ai réparé des vélos, enfin, j'ai fait un Ouais, milliard de trucs, vraiment, 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 je parle 5 langues, j'adore voyager, enfin, bon, bref, je suis hyper curieuse. Et du coup, le salariat, c'est pas possible, quoi, rester dans un cadre et faire la même chose toute la journée, je suis là, non, mais ouais. je meurs, les gars, je meurs, enfin, juste sortez-moi de là. Et Mm, du coup, j'ai découvert l'entrepreneuriat et depuis, c'est l'éclate, quoi. Tous les jours, j'apprends un nouveau truc, je mets en place, tu vois, mm. j'ai des casse-têtes à réaliser, du coup, ça m'occupe, tu vois. Et en même temps, Exactement. comme tu disais très bien dans le coaching, ça a du sens. Et pour moi aussi, ça a été ça. J'ai découvert le coaching parce que je me suis fait coacher moi. Donc, je me suis retournée dans ma zone de pouvoir. Ça m'a redonné beaucoup d'énergie et de confiance en moi et de Ouais, sens aussi. Et du coup, je me suis dit, attends, ça fait 15 ans de ma vie que je galère dans ma vie à pas trouver ma place, en fait, à me sentir toujours à côté de la plaque. Et là, grâce à ce truc-là, j'ai réussi à trouver du sens dans ma vie. Il faut absolument que je jette d'autres personnes aussi. Donc c'est comme ouais. ça aussi que ça a démarré pour moi. Et du coup, eh ben, j'ai monté ma boîte aussi parce que dans le salariat, il n'y avait plus d'issue, quoi. J'y croyais plus. Et là, Mm. ça a été vraiment la révélation. Et là, aujourd'hui, j'accompagne les gens à monter leur entreprise parce qu'ils n'en peuvent plus du salariat, tu vois. Ouais. Moi, c'est plutôt ce côté-là en disant, OK, t'en peux plus du salariat, c'est plus pour toi. C'est OK, viens, bien, c'est OK, je vais t'aider à monter ta boîte et on va créer ensemble un Ouais. truc. Ouais. Du coup, voilà, je pouvais que parler de moi, là, c'était important. Ouais. Et tu vois, dans ma démarche, elle est assez complémentaire à la tienne. Moi, dans ma façon, et ça vient de mon histoire aussi, c'est que j'ai été tellement choquée de découvrir que j'étais HPI à 34 ans et puis donc TDAH à 41 ans. Parce que là, Euh, t'as quel âge, du coup, que je vais t'as avoir eu... 42 ans dans un mois. Bah, Virginie, t'as 42 ans dans un mois. OK, on Ouais. a 10 ans d'écart. On dirait pas, Et... franchement, on dirait pas. bah, merci. Et donc, j'étais tellement choquée de découvrir tout ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, enfin, sur mon fonctionnement, ça se serait peut-être tellement mieux passé en entreprise. Or, j'avais toujours essayé de rentrer dans un moule Mm, pour correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi en entreprise. Et j'ai été extrêmement frustrée. C'est même pas assez fort de le dire. J'ai eu la sensation que en entreprise, on passait à côté de mes compétences, on passait à côté de qui j'étais, de ce que je pouvais faire. mm, Et en même temps, c'est une posture qui est très attentiste, hein, d'attendre que l'entreprise te voie. Voilà, bon, mm, ça vient de mon histoire personnelle. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de donner ces clés-là aux personnes qui se
se doutent qu'elles sont atypiques ou qu'elles le savent, mais qui n'en ont rien fait, pour qu'elles Mmh. puissent, enfin, s'éclater et écouter leurs besoins et les nourrir, en fait. Parce qu'on nous a appris à ne pas nourrir nos propres besoins d'atypiques, notamment au niveau de l'intensité, du dynamisme, de la stimulation intellectuelle, parce que ça correspondait pas à la norme. Mmh. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment, comme ça que je vois les choses. Et donc c'est rare que j'accompagne les gens sur, la création d'entreprise, ça arrive, mais c'est d'abord pour moi l'étape, c'est mais retrouvez-vous, faites ce qui vous plaît et vous verrez que si vous vous autorisez à le faire, vous allez construire un projet qui vous correspond. Mmh. Ouais, j'adore. Incroyable discussion, ça démarre trop bien. OK. Du coup, qu'est-ce qui te passionne, donc on est sur un podcast qui s'appelle Entrepreneur passionné. Du coup, ma question toujours, c'est qu'est-ce qui te passionne, dans ton métier particulièrement? Ouais, alors, il y a beaucoup de choses, hein, je pense que tu l'as déjà entendu avec l'enthousiasme avec lequel je le fais. Il y a, je crois qu'il y a en fil rouge, il y a comprendre l'humain, comment il tu figé, tu m Ouais, ah, c'est ma heu, connexion qui est instable. OK, c'est OK. Donc tu avais dit comme fil rouge, il y a comprendre Ouais, ouais, comprendre l'humain, qu'est-ce qu'il, comment il fonctionne, comment ça marche. Que souvent, les émotions sont mal vécues en entreprise, quand on est hypersensible, elles sont débordantes donc mais d'où elles viennent? Et puis dans cette continuité-là, bah, j'ai découvert, tout ce qui est, donc la théorie polyvagale, les traum enfin la théorie de l'attachement et cetera. Donc qu'est-ce qui nous construit? Qu'est-ce qui construit notre, psychisme? Et qu'est-ce qui fait qu'on réagit de telle ou telle manière? Et comment on peut faire pour changer ce qui nous est insupportable et avoir les comportements qui nous semblent aller dans le sens qu'on a envie de vivre, quoi. Plus subir les choses. reprendre son pouvoir, aider les gens à reprendre leur pouvoir sur leurs émotions, sur, Ouais, alors c'est les pas une événements. guerre contre les émotions, mais c'est Mmh. plutôt, du coup, une réconciliation. Je le verrais Mmh. comme ça. OK, Avoir ce fameux mode d'emploi. Parce que OK. quand tu grandis toute ta vie en essayant de correspondre à la norme, tu en oublies de trouver comment toi tu fonctionnes, Mmh. finalement. Et donc voilà, redonner ces clés-là, être en paix avec soi-même, c'est voilà, ce serait ça qui me passionne, quoi. Et ouais, c'est ça, parce que dans ce que tu décrivais, dans ce qu'on décrivait au début, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on passe notre temps à essayer de rentrer dans une case dans laquelle on ne rentre pas. Du coup, ça crée de la friction, ça crée de la frustration, ça crée de la remise en question de soi-même en se disant: «Mais bon sang, Ouais. qu'est-ce qui cloche avec moi?» Et Ouais, du coup, ça crée toi beaucoup de violence même, hein, envers ah, envers soi-même. oui, envers soi-même, c'est ça. Mmh. Et hem et voilà, parce qu'on se pose pas, je crois, les mêmes questions que la majorité des gens, qu'on a besoin de choses différentes et du coup, et ben, souvent, ouais, cette sensation de solitude, en fait, de se sentir seul, même en étant entouré de monde, Mmh. ça crée pas mal, ouais, de remise en question. Donc toi, tu es là justement pour renouer avec soi-même et dire: «OK, Ouais, c'est tout va bien, quoi». ouais. OK. Hem, est-ce que du coup, tu peux nous parler des grands axes, de l'atypie? Donc tu as parlé de alors HPI, voilà, pour moi, c'est hypersensibilité. complètement je connais pas du tout ce OK. secteur, donc est-ce que tu peux, comme pour les auditeurs, peut-être refaire Ouais. une petite présentation de c'est quoi l'atypie? Ouais, donc au départ, on il y a eu ce terme de neuroatypie pour parler de commencer à parler de neurodiversité, c'est-à-dire comment, il y a d'autres façons dont notre cerveau fonctionne que la normalité, donc que la neurotypie. Et au départ, neuroatypie, ça englobait surtout les personnes avec des troubles du spectre autistique, donc TSA et le TDAH, donc trouble avec déficience, de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Hem Et puis petit à petit, ça en fait, ça s'est élargi, c'est-à-dire ce concept-là qu'il y a d'autres façons dont notre cerveau fonctionne, que la norme, a pris, a eu un peu le vent en poupe et d'ailleurs, il est dans le Petit Robert 2025, j'ai appris ça il y a une semaine. Donc ça y est, ça rentre, dans les mœurs.
Donc ça englobe aujourd'hui donc le haut potentiel intellectuel, HPI. Donc c'est défini par un QI au-dessus de 130. Moi, personnellement, une fois qu'on a dit ça, je trouve qu'on n'a pas dit grand-chose sur le HPI parce que du coup, ça le colle un peu du côté de l'intellectuel, quoi, de se sentir ultra performant intellectuellement. Or, 90% des HPI, en tout cas que je connais, ne se sentent pas plus intelligents que les autres. On peut avoir des atouts. Je sais que moi, j'apprends vite, j'apprends bien et j'apprends vite, j'ai une bonne mémoire. Mais alors de là à se sentir plus intelligent que les autres, en l'occurrence, ne pas réussir à s'intégrer en entreprise, ça peut être aussi un manque d'intelligence d'une certaine manière, hein. Donc Mm. voilà, on ne se sent pas forcément plus intelligent. Par contre, ce sont souvent des profils très persévérants, avec beaucoup d'exigences, donc ils vont toujours pousser le curseur un peu plus loin. Parfois, ça tombe dans le perfectionnisme. C'est des gens qui réfléchissent en général assez vite, qui font beaucoup de liens, donc qui peuvent être assez créatifs. Ils vont avoir cette capacité à innover. Voilà, c'est souvent ça qui est décrit. Moi, ce que je vois dans les personnes que j'accompagne, ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup besoin de sens pour faire quoi que ce soit dans leur vie. Donc tout le monde a besoin de sens, mais là, c'est une question d'intensité. Chez les HPI, le besoin de sens, il est fondamental et dans tout ce qu'ils font chaque jour, quoi. Mm. Ils ont des valeurs qui sont aussi très fortes, beaucoup moins négociables que le reste de la population. Mm. Et donc, c'est aussi pour ça que enfin, bosser en entreprise, quand les valeurs de l'entreprise sont pas alignées, ça peut être aussi compliqué, ne serait-ce que Mm. pour ça. Comment ça s'explique ça? Est-ce que ça s'explique déjà? Pourquoi les HPI ont plus besoin de sens? Mm. Non, je ne sais pas. C'est une très bonne question, il faudrait que je me renseigne. Mais c'est assez difficile parce que je suis pas sûre que dans la recherche, on s'intéresse trop à ces sujets-là. En tout cas, ouais, il faudrait que je me renseigne. Ok, non, c'était vraiment une curiosité parce que c'est vrai que, enfin, en tout cas, encore une fois, je rapporte à moi, c'est impossible. Moi, je peux pas faire un truc qui va à l'encontre de mes valeurs, ça me rend malade. Ouais, ouais, Et ça se lit sur mon visage, je vais pas ouais, mentir. Du coup, exactement. moi, j'aimerais bien savoir comment. Et alors après, toute la difficulté, c'est de pouvoir mesurer ça, tu vois, cette intolérance à faire quelque chose contre ses valeurs. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand je fais des bilans de douance, il y a des profils qui vont plutôt me dire, oui, effectivement, avant c'était important, mais maintenant, bon, ce qui est important, ce sont mes enfants, par exemple. Donc Hmm. il y a quelque chose qui se tasse, et c'est peut-être même mieux comme ça, parce que c'est plus vivable hein, que de vouloir toujours énormément de sens tous les jours dans sa vie. Parce que tout n'a pas de sens dans notre existence, hein, loin de là. Et en tout cas, ce sont des questions qui sont là depuis tout petit en général chez l'enfant HPI. Pourquoi la mort? Pourquoi le corps fonctionne comme ça? Enfin, toutes les questions en pourquoi sont très très présentes chez les enfants HPI. Ah ouais, moi, je me rappelle des vacances, les adultes, avant, quand j'arrivais dans le séjour, je les revoyais un an sur l'autre, ils me disaient, Manon, maintenant, ça suffit avec tes questions, tu arrêtes, hein, tu vas pas recommencer. Je passais Ouais, ma vie à poser des questions, quoi. ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. Après, on a les profils hypersensibles, donc ce sont des personnes qui vont avoir une sensibilité plus importante que la norme, qui vont même avoir un système nerveux qui réagit plus rapidement aux stimuli. Donc c'est à la fois côté sensoriel, c'est-à-dire ça peut être un ou plusieurs sens hein, qui sont plus actifs. Ça peut être le bruit qu'on supporte pas, ça peut être la luminosité, ça peut être le toucher, le fameux, la fameuse étiquette qui gratte, par exemple, Ah, ok. qui est, qui est vraiment insupportable pour certains enfants. Et ça, enfin, je partageais ça avec des mamans. Il y a des enfants, elles m'envoient les photos avec la peau qui est toute rouge à cause d'une étiquette. Donc c'est pas juste sensoriel, c'est pas juste le cerveau, c'est même la peau, quoi. Tout est beaucoup plus sensible. Ok. Et puis, du coup, ça crée aussi chez eux des émotions qui sont beaucoup plus intenses. Hmm. Et donc,
ils vont souvent décrire ça comme quand je suis joyeuse, je suis extatique, et quand je suis malheureuse, je suis en dépression, quoi. C'est, ça peut passer de l'un à l'autre. Ça peut être très perturbant pour l'entourage parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut passer d'un extrême à l'autre au niveau des émotions. Et pour eux, c'est normal, quoi. Ouais. Donc voilà, les personnes hypersensibles, ça va être des personnes qui vont aussi avoir ce talent-là de sentir et de comprendre les gens autour d'eux, et ils vont même ressentir plus facilement en général les émotions. Avec, voilà, avec moins d'éléments, ils peuvent comprendre ce qui se passe pour l'autre. Et du coup, ça peut aussi être des personnes extra pour tout ce qui est harmonie d'équipe, gestion d'équipe. Ils vont avoir ce talent-là. Ok, donc haut potentiel intellectuel, hypersensible, tu disais, c'est Ouais, ça, hein. Euh, ouais, et TDAH, ouais. ok. Il y a le multipotentiel aussi. Ah oui, multipotentiel. Donc ça, c'est moi, je l'ai connu par Emily Vapnik, Je connais qui a pas. fait un TED sur ces personnes qui ne sont pas des experts. Moi, ça m'a vraiment libérée quand j'ai découvert ça. Donc les personnes multipotentielles, ça va te parler. Ce sont des personnes qui vont tout d'un coup découvrir un sujet, commencer à apprendre tout dessus, dévorer des livres, voir des conférences, etc., réaliser des choses, vraiment commencer à maîtriser le sujet. Et quand ce niveau de maîtrise est atteint, il y a quelque chose qu'il va le délaisser complètement. C'est-à-dire, il n'y a plus d'intérêt, et la personne, elle va complètement arrêter du jour au lendemain ce sujet-là, passer par une espèce de phase d'ennui, de mon Dieu, je vais jamais y arriver, j'ai jamais trouvé quelque chose qui me plaise dans ma vie. Et tout d'un coup, un nouveau sujet, une nouvelle lumière, et c'est reparti pour un tour. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui vont jamais devenir experts de rien du tout, euh, mais ils vont devenir très forts sur plein de sujets. Hmm. Et donc, Ouais, ça... ouais, ouais, bah, je pense que ma famille peut vraiment me dire ça. Déjà sur le truc de hypersensible, là, il y a, donc je vais te dire des, ouais, des trucs qu'on m'a dit, c'est euh, Manon, on sait pas, enfin moi j'ai beaucoup de mal à m'entendre avec ma famille parce qu'ils savent pas, on n'arrive pas à s'entendre, et je pense pour plein de raisons que tu viens de citer là. Et une expression qu'ils ont dit, là, il y a récemment, c'est avec Manon, on se retrouve euh, comme des poules devant un couteau, quoi. Mm. On sait pas comment faire, on sait pas comment lui parler, on sait pas enfin, au niveau émotionnel, au niveau de sa passion. Un jour, elle est en train d'apprendre des langues, l'autre fois, elle est en train de monter un business, maintenant, elle fait un autre truc, on comprend rien. Du coup, il y Ouais. a vraiment Ouais, ouais, je comprends. Bah, du coup, j'image aussi un peu tes propos pour que ce soit aussi, que certains auditeurs puissent se reconnaître aussi si Ouais. ça leur parle. Mais en tout cas, sachez que si c'est votre cas, ben, en tout cas, Virginie et moi, on vous soutient, vous n'êtes pas tout seul. C'est Ok, ça, on vous comprend, vous n'êtes on pas vous seul. comprend grave. Mais c'est ça un cas difficile à vivre avec les atypies, surtout quand on les a pas identifiés pour soi, on les a pas nommés, et Mm, qu'on vit dans un environnement familial, d'éducation, ou environnement professionnel qui méconnaît ces sujets-là, et tout va être trop. mm, Trop ou pas assez. Et donc, on va avoir cette sensation d'être rejeté pour qui on est, d'être jamais suffisamment bon, de pas être correct. Moi, j'ai vécu vraiment des années en ayant l'impression que j'étais pas correcte. mm, Et ça, c'est très difficile à vivre. Voilà, on peut vivre comme ça en suradaptation pendant des années. Et ça, la suradaptation, c'est vraiment la voie vers le burn-out, vers des maladies chroniques, parce que c'est pas bon pour notre corps d'être en suradaptation en permanence. C'est-à-dire que tout ce mm, qu'on fait, on le mesure et on essaye de le faire en se posant la question de est-ce que c'est comme ça que je dois le faire, est-ce que c'est pas ça que je dois faire, et on se perd en route, on ne sait plus qui on est. mm. Ouais, ça me parle aussi. Ok, ok. Donc, je résume. On a pour résumer les différentes atypies, en tout cas qu'on connaît, donc ça peut être c'est la neuroatypie. L'atypie, on parle de neuroatypie. Mhm. Donc, le multipotentiel, le TDAH, l'hypersensible et les hauts potentiels Ouais. intellectuels. C'est ça. Et puis les TSA, donc les Ah oui, troubles du spectre autistique. ah oui, trouble du spectre. Ouais. Et Ok, bon.
Ouais. Et ce dont je parle pas trop, ce sont les troubles des apprentissages, donc qui font aussi partie de cet univers-là. Donc c'est les troubles comme la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie, la dyscalculie, la dyspraxie, Ok. qui font aussi partie de la neurodiversité. Ok. Trop intéressant. Ok, moi je bois tes paroles parce que c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas trop intéressée encore et du coup c'est vraiment... encore merci de, de partager ça, ça me fait vraiment... J'adore. Du coup, ma prochaine question c'est est-ce que tu as des patients, est-ce que tu dis des patients ou des clients, je sais pas, Moi, je dis client. des clients du coup qui sont entrepreneurs et comment tu les aides dans leur quotidien? Quelles sont leurs problématiques? Là, en fait, ma question, c'est un peu d'aller dans un esprit, dans un esprit pratique, de dire concrètement quel genre de problématiques tu rencontres avec tes clients qui sont entrepreneurs Ouais. et qu'est-ce que tu vois un peu avec eux? Ouais, alors je vais avoir quelques clients qui sont entrepreneurs. Et souvent, la question, c'est comment arrêter de continuer à se suradapter en étant soi-même à son compte. C'est-à-dire Hmm, que même en étant sorti du moule, il hmm, y a quand même cette tentation de conserver un moule de qu'est-ce que est censé faire un entrepreneur. hmm, Donc, à faire des tâches qui leur plaisent pas, à avoir une intensité dans le travail, ne pas euh, comme chez les HPI, les TDAH, il peut y avoir des tentations à la procrastination. hmm, En fait, ça fait partie du fonctionnement et parfois il y en a besoin, parfois il y a besoin de mettre des choses en place pour éviter la procrastination en amont. Mais quand hmm, tu es en train de procrastiner, à part culpabiliser, voilà, tu fais jamais rien de bien. Donc, autant en profiter et lâcher sur le fait que bah, là, tu n'arrives pas à bosser, quoi. Donc, voilà, il va y avoir des questions sur le rythme de travail, sur les actions à mener, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, sur finalement retrouver qu'est-ce qui te met de la joie dans le fait d'être entrepreneur. Et c'est hmm, vraiment sur ça que je vais travailler parce que ma conviction, c'est que quand on retrouve de la joie, ben, c'est qu'on est sur le bon chemin, qu'on est en hmm, train de faire des choses qui sont importantes pour nous. hmm, Et donc, la motivation, elle est au bout du chemin. hmm, Voilà. Et donc, il n'y aura plus de problème ensuite pour s'y mettre, pour faire les choses qu'il y a à faire. Je leur dis hmm, souvent, moi, la compta, je déteste ça. C'était même pendant très longtemps mon premier frein avant de me lancer en tant qu'entrepreneur. Bon, maintenant, je sais qu'avec le TDAH, donc, un TDAH a du mal à s'organiser, à planifier, à être très rigoureux sur les choses. hmm, Bon, bah, je sais que c'est lié à ça. Donc, j'ai pris une comptable. Et qui est super, merci Aline. Et, mais je sais que j'arrive à faire quand même mes factures, à checker tous mes frais, etc. Parce que ça me permet d'avoir cette liberté d'être entrepreneur. Donc je le rattache à quelque chose de plus grand, en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des choses même pénibles. hmm. Ok, donc du coup, quand tu as des clients qui sont entrepreneurs, tu vas plutôt aller les aider à retrouver de la joie, sortir un peu du moule dans lequel ils essayent de se remettre, alors qu'ils justement, ils voulaient en sortir, et s'autoriser quelque part peut-être à être pleinement eux-mêmes, tu dirais ça? Ouais, exactement. Ouais, Ok, ok. ouais. Du coup, ça passe par quoi, s'autoriser à être pleinement soi-même, d'après toi? Comment je le fais, comment je les accompagne là-dessus? Mhm, Euh, alors moi, je les amène à écouter leurs émotions mhm. et à entendre, identifier et entendre ce que ces émotions elles sont venues dire. Et en général, il y a des besoins derrière. Ok. Donc, quels sont ces besoins et du coup, nourrir ces besoins. Mhm, Si je prends un exemple, j'ai un client là, il va absolument écrire un livre. mhm. Et d'une séance à l'autre, en fait, il m'explique qu'il a fait 1 milliard de trucs sauf écrire. Et donc, quand on va voir qu'est-ce qui se passe au moment d'écrire, ben, selon là, je vais imaginer un peu, mais il peut y avoir cette non, mais de toute façon, j'ai rien d'intéressant à dire. Donc Mhm, voilà, on va travailler sur cette sensation-là et qu'est-ce qui se passe dans le corps, on va l'accueillir et comprendre rapidement, parce qu'on ne fait pas de la thérapie dans le coaching, mais d'où ça vient. Et ok, du coup, qu'est-ce qui te serait plus utile de croire à la place de ça, que tu mhm, vas écrire rien d'intéressant? Et on mhm, va mettre en place une croyance euh, positive qui va mhm, être plus motivante. Voilà, ça peut être ce genre de choses qu'on peut faire. mhm.
Ok, donc changer un peu le dialogue intérieur, mettre le doigt sur le dialogue intérieur qui nous fait procrastiner. Moi, de Ouais. toute façon, j'ai rien d'intéressant à dire. Mm. Et trouver une pensée qui nous fait plutôt du bien, du genre, ah, mais qu'est-ce que je pourrais raconter d'intéressant? Ouais, ou ça peut être, ça, j'ai envie de le raconter rien que pour moi. Et en fait, j'écris ce livre pour moi et je l'écris pas pour les autres. Alors, je sais pas si un des éditeurs nous entendent, ils vont peut-être te dire que c'est une très très mauvaise idée, mais au moins, ce livre, il va s'écrire et c'est ça qui compte pour la personne. Oui, ce qui compte toujours, finalement, c'est de passer à l'action, y aller, et Ouais. puis après, on verra, en fait. D'abord, on fait, puis après, on voit. Exactement. Ouais, Hmm. c'est vraiment cette politique des petits pas qui me semble importante. Enfin, moi, j'ai vraiment retenu ça quand j'ai découvert le coaching, c'est la peur se dissout dans l'action. Hmm, j'adore. Avant, la peur, elle prend toute la place. Elle nous raconte même que ça va être horrible. Hmm. Enfin, ça paraît démesuré comme peur. Et finalement, quand on passe à l'action, chut! J'ai un client qui m'a raconté ça, là. Quelqu'un qui est très suradapté et qui, même au restaurant, osait pas euh, donner son choix de plat en premier par peur de se sentir rejeté parce que les autres, par exemple, prennent tous des pizzas et lui, il a choisi les pâtes au resto italien, quoi. Ouais. Et là, il me racontait que bah, il a osé aller voir quelqu'un pour lui demander qu'est-ce qui n'allait pas, parce qu'il sentait qu'il n'allait pas bien, et s'il avait fait quelque chose de mal. Il me Hmm. dit, c'est dingue parce que avant ça me semblait insurmontable, et maintenant je vois que en fait, c'est hyper facile, et ça me m'allège en fait de faire ça de cette manière-là, plutôt que de m'inventer mille et une raisons pour lesquelles la personne ne va pas bien, et en croyant que c'est de ma faute. Hmm. C'est les quatre accords Toltec, là. Ne fais pas Hmm. de suppositions et va Hmm. vérifier. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, je comprends vraiment. Se faire une montagne en fait d'un truc tout bête et en avoir peur comme si on était à deux doigts de mourir presque. Et puis Ouais, finalement, y aller quand même, se rendre compte que c'était juste ça en fait. ouais, ouais. Et après faire tout le process inverse de ça fait 6 mois que je stresse pour ce Mm. truc alors que c'était juste ça. Et c'est OK aussi d'y passer 6 mois. Toi, pour donner un autre exemple, j'ai dû mettre 6 mois avant d'oser faire mon site web quand je me suis lancée à mon compte. Mm, Et en fait, on sait qu'il se passe plein de choses au niveau inconscient. Et en réalité, j'ai glané des infos à droite, à gauche sur comment on fait un site web. Toi, ayant bossé pendant 13 ans dans le web, si mm, je faisais un site web moche, j'avais l'impression que ça allait être la honte absolue. Et en fait, un jour, en 5 heures, j'ai fait tout mon site et c'était prêt. Et j'avais besoin de prendre ce temps-là pour glaner les infos, les recueillir, les rassembler et que mon cerveau il fasse qu'à un moment donné, le fameux sting, ouais. la lampe qui s'ampoule, là, l'épiphanie. Mm. Et c'était le moment, quoi. Oui, c'est ça, c'est intéressant ce process finalement du moment où on prend conscience du process en fait, ouais, c'est ça. On prend conscience du truc jusqu'au moment où ça, ouais, ça processe vraiment, jusqu'au temps que, ah, ça y est, c'est l'action. Et Ouais, souvent, j'ai l'impression qu'on va voir des gens, nos proches, on va leur dire, ah, ça y est, je sais ce que je vais faire. Et tout le monde savait, enfin, tu vois, ben, exactement. bien sûr que tu allais le faire. Je dis, ah, bah non, je savais pas, pourquoi vous m'avez pas dit avant? Parce que Ouais, pour eux, enfin, eux, vu de l'extérieur, ils avaient déjà la suite de l'histoire, mais nous, on était en train dans notre ouais. tête, là encore, en train de faire du boulga, mais ça prend ce temps, ce process, ouais, comme tu dis. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que je suis assez allergique à tous les coachings qui sont un peu du genre les yaka faucons, tu vois, genre bah, tu te lèves à 5 heures du matin, tu as des idées d'entrepreneur, donc bah, vas-y, il faut en chier, pardon. Euh, t'as qu'à te bouger le cul et y aller, quoi. Moi, je crois pas à ça. Je crois que c'est encore une façon de pas écouter les émotions, de pas écouter les freins intérieurs. Et ces freins intérieurs, eh ben, ils sont pas là pour rien. Donc Mm, certes, certaines peurs sont complètement démesurées par rapport à la réalité, mm, mais c'est pas en y allant enfin voilà, en se cachant là les yeux, en disant oh, je vais y aller, ça fait même pas peur. mm, Euh, c'est plutôt y aller genre quel serait le plus petit pas possible que je me sens capable de faire et allons-y. C'est vraiment cette idée de tiens, voyons ce que ça donne, je teste. Et mm. pas maintenant j'ai décidé, je faisais une newsletter, ben, je vais la faire pendant 30 ans, une fois par semaine. Tu vois, quelque chose, encore une fois, qui force pas, mais dans Mm, cette idée de je fais un effort. mm, Ça parce que
quand on vit dans la suradaptation, on est déjà sous contrainte en permanence. Donc se Hmm. rajouter des contraintes intérieures, je crois pas une minute que c'est durable. Hmm. C'est hyper intéressant ce que tu dis, ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser. Mais du coup, je trouve, enfin, c'est intéressant parce que c'est pas évident ce que tu viens de dire là, de trouver le juste milieu entre je me mets un petit coup de pied au cul parce que c'est un truc que je procrastine et hop, je dois le faire. Et j'écoute mes émotions, me dire non, mais là, j'ai pas trop envie. Il y a Mercure qui est rétrograde, et puis machin. Et puis j'ai lu un article sur un blog qui m'a dit de pas faire ça, peut-être que c'est un signe. Et tout ça. Enfin, et on prend tous ça en compte au quotidien, ok? Parfois, voilà, Ouais. négativement, mais finalement, déjà, c'est pas évident de faire le juste milieu. Et du coup, la question que je voulais te poser, attends, je vais essayer de formuler mon truc, mais il y a des moments dans la vie où on a besoin, je crois, d'aller travailler sur soi en thérapie, justement, d'apprendre à gérer mes émotions, d'apprendre à m'apaiser émotionnellement, peut-être travailler sur mon système nerveux, voilà, aller voilà, travailler sur mon passé, aller travailler voilà, sur moi, et des moments où eh ben, on sent d'attaque, on se sent prêt à passer à l'action, et là, on passe à l'action massivement. Et ça, voilà, la question que je vais te poser, c'est quoi, comment on sait quand on est prêt à aller se faire coacher ou quand c'est plutôt le moment d'aller en thérapie? Ah, la différence entre le coaching et la thérapie, Ouais, finalement, et ouais. qu'est-ce qui fait qu'on va en thérapie et qu'est-ce qui fait qu'on va en coaching? Bon, pour moi, c'est une histoire d'énergie. Mm. Euh, Quand on sent qu'on a un blocage, mais qu'on est capable de passer à l'action, que finalement, c'est juste un blocage parce qu'on a besoin d'aide pour y voir plus clair. Je crois que le coaching est vraiment tout à fait adapté parce que c'est très pragmatique, on est dans le présent, on construit des choses et surtout, on va suffisamment bien pour y aller, quoi. Mm. La thérapie, pour moi, c'est quand ça devient trop lourd, que le présent devient trop lourd, au point où euh, de devoir faire ne serait-ce que le quotidien, ça devient compliqué. Enfin, tu vois, là t'es pas dans un état à être coaché. Ouais. Ou le coaching va peut-être te permettre de sortir un peu de l'ornière, mais comme tu vas pas traiter les causes racines, tu risques de te retrouver dans l'ornière suivante, quoi. Un Mm. peu comme ça que je le vois. Et après, on peut aller assez bien et décider de faire une thérapie parce qu'on sent que certains de nos comportements reviennent en permanence. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas à se débarrasser juste avec du coaching. Mm. Et là, ça peut être intéressant. Tu vois, je parle, enfin, dans mon exemple, dans mes comportements, il y a par exemple tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Mm. Moi, j'ai eu des troubles des conduites alimentaires assez tôt, Mm. a priori dès l'âge de 8 ans. Mm. Et même si aujourd'hui c'est très stabilisé, je sens bien que ma relation avec l'alimentation, elle est pas, c'est pas foufou. Mm. Ok. Et bon, ça, plus plein d'autres choses qui font que je me suis posé des questions sur l'attachement, m'ont donné envie d'aller en thérapie. Et puis aussi parce que c'est mon métier, c'est-à-dire que je sais pas, je serais contrôleur aérien, je ferais peut-être pas une thérapie en ce moment, mais comme je suis coach et thérapeute, ça me paraît important de mieux comprendre ce qui se passe en moi. Ça me semble même indispensable en termes d'éthique Mm. pour pas aller projeter sur mes coachés, et mes Mm. clients en thérapie, des choses qui m'appartiennent. Mm. Trop intéressant. Ok, je comprends. Du coup, pour toi, la thérapie, c'est quand déjà on a, d'un point de vue énergie, on a une énergie plutôt basse, c'est ça que tu Mm. disais, et qu'on Ouais, avait un peu de mal à... On se voyait pas forcément passer à l'action. Là, ouais. En euh, gros, la thérapie, c'est quand ça va mal. La thérapie, c'est là pour guérir. Le coaching, il est plutôt là pour aider à passer à l'action. mm. En général, ça va suffisamment bien. Ouais. En fait, on a de l'essence dans notre réservoir pour passer à l'action quand on Ouais. fait un Mm. coaching. Et quand on va en thérapie, on va plutôt essayer de savoir pourquoi on n'a plus d'essence dans le réservoir et comment le remplir. Ouais. C'est tout Mm. ça. Ouais, Ok. c'est une bonne métaphore. Ok. Du coup, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question d'autre? Comment, euh,
Oui, voilà, pour revenir à la question de tout à l'heure, comment on fait finalement pour trouver le juste milieu entre, pour toi, hein, si tu as une réponse à ça, entre se mettre un coup de pied, un petit coup de pied aux fesses pour oser faire ce truc qu'on repousse, qu'on procrastine et qu'on n'arrive pas à faire, et hop, allez, il faudrait que je le fasse, j'envoie un message à cette personne, allez, Ouais, ouais, si c'est trop, en fait, comment savoir quand on se pousse trop aux fesses et quand on se pousse pas ouais. assez en fait aux fesses? Euh, alors, la bonne réponse est... La question à 2 millions d'euros, mes chers auditeurs. Et donc, je vais vous donner la recette. Non, je ne vais pas vous donner la recette. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très personnel et que ça demande de tester soi-même en Hmm. réalité. Quand est-ce qu'on se force, quand est-ce qu'on fait un effort, c'est vraiment cette différence-là. Et du coup, quand tu le décris, tu vois, genre je me donne un petit coup de pied au cul et je le fais, bah, si tu le fais une fois de temps en temps bah, et que ça marche et que ça te donne de la joie derrière, bah, tu as tout gagné. Si tu le fais en permanence et qu'au bout de 6 mois, tu finis en burn-out, en surmenage, il faut croire que c'était pas la bonne technique. Donc, tout passe pour moi par l'écoute de ses ressentis. Donc, voilà, moi je dis qu'il y a 3 boussoles hein, pour les atypiques, les HPI notamment, c'est la joie, l'énergie et les valeurs. Hmm. Donc, si tu nourris tes valeurs, si ça nourrit ton énergie, si ça te provoque de la joie, a priori, même si tu fais un effort, tu es sur le bon chemin, tu vois, ça va s'auto-entretenir, ça va te nourrir et ça va te donner l'énergie d'aller de l'avant. Par contre, si tu fais de l'effort, enfin, si tu te forces, du coup, bah, au bout d'un moment, cette énergie, elle va se tarir. Hmm. C'est-à-dire que ça va te prendre plus que ça te donne. Et c'est là que ça peut être intéressant, du coup, d'arrêter, de faire un point, d'ajuster. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'ajuster très régulièrement. Je fais des rendez-vous avec moi-même à peu près toutes les semaines Oh, wow. pour sentir où j'en suis, niveau fatigue, ok, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai aimé faire la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai envie de faire la semaine prochaine. Et c'est ce qui m'a amené, en plus, tu vois, là, tu vois, j'ai fait des groupes de pratique de CNV, donc j'ai toujours une pratique comme ça d'introspection. Et ça m'a amené à réaliser que bah, là, en fait, j'avais plus de temps, mon agenda est plein, donc j'ai décidé, première fois pour moi en 6 ans, de fermer mes séances découvertes. Et c'était pas facile à prendre parce que forcément, à l'intérieur, il y a un truc qui dit: «Quoi? T'es sûr? Mais ça se trouve, tu vas manquer de clients, et on va finir pauvre et à la rue». Voilà, donc il y a forcément des parts de soi qui sont pas toujours d'accord, mais voilà. Et en fait, rien n'est définitif. Donc en septembre, si j'ai plus assez de clients, c'est pas la perspective pour l'instant, mais du coup, je rouvrirai des centres découverts. Et si vraiment les gens ils veulent me contacter, ils savent le faire, ils l'ont déjà fait. Il y en a qui m'écrivent par mail. Donc Hmm. j'ai juste fermé un tuyau qui faisait que mon agenda se remplissait encore plus vite que il se remplit déjà maintenant. Hmm. Ok, trop intéressant. Du coup, tu fais toutes les semaines, tu fais un peu des reviews de ta semaine, voir un peu ce qui t'a plu Ouais, et ce que tu as envie d'arrêter de faire. Et là, la dernière grande nouvelle, décision que tu as prise, c'était d'arrêter tes séances découvertes. ouais, Malgré tous les petits bonhommes qui couraient en hurlant à l'intérieur de toi. exactement. Genre, non, non, tout va bien. J'ai maîtrisé. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup Virginie pour ton temps précieux, du coup, que j'ai compris. Est-ce que tu aurais du coup des ressources à nous partager en lien avec la neuroatypie plutôt plus largement? Ouais, alors j'essaye de rédiger un, deux, trois. Sur mon blog des articles assez régulièrement. Donc, mon blog s'appelle terreatypique.com avec terre et atypique au pluriel. Après, comme autre ressource, il y a plein de choses sur Internet. Qu'est-ce que je peux vous donner en termes de livres? Moi, j'ai bien aimé celui de Béatrice Millettre, qui est le livre des vrais surdoués. Ok, Je trouvais qu'il était pas mal. Parce qu'il y a aussi des livres où, quand on les lit, on s'aperçoit que c'est la fin la fin du monde d'être HPI. Enfin, c'est vraiment la pire plaie. En fait, c'est pas du tout le cas. Et ça a beaucoup véhiculé de fausses légendes sur le HPI. Sur l'hypersensibilité, il y a l'Observatoire de la sensibilité qui est très bien. J'aime beaucoup le podcast À fleur de peau ok. podcast.
qui parle d'hypersensibilité, d'émotions et tout ça. Donc ça, c'est assez top. Sur le TDAH, il y a Mon cerveau TDAH sur Instagram qui est vraiment très bien pour expliquer en petits dessins plein enfin, voilà, plein de choses sur le TDAH de manière assez simple. Ça peut être une première approche. Ok, bon, on a de quoi faire. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces ressources. Du coup, ma dernière question, c'est comment on fait pour travailler avec toi? Donc, on sait maintenant que ce sera à partir de septembre 2024 Exactement. prochain. Voilà. Et du Ouais. coup, si on veut travailler avec toi, on t'envoie un mail, c'est ça? Ouais, là maintenant c'est le mieux parce que effectivement et puis en fonction des personnes, je proposerai un rendez-vous téléphonique s'il faut, mais oui. C'est dur à dire, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal, Ah, mais j'ai appuyé sur le bouton, désolée. Voilà, mais c'est parce que pour tous les gens qui auraient envie de travailler avec toi, qu'ils ouais, sachent. ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Virginie? Bah, Euh, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi pendant ce podcast et d'avoir commencé à faire ta connaissance. J'espère qu'on continuera en dehors du micro. Avec grand plaisir, Virginie. Merci encore pour ta précieuse présence et pour tous les éclairages que tu nous as apportés pendant cet épisode. Merci à toi et à bientôt. À bientôt.